Eh bien, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire, donc Oser l'entreprise, organisé par la CCI. Donc ce soir en partenariat avec l'Ordre des avocats de Clermont, dont je suis effectivement le représentant. Voilà, donc ce soir, une présentation qu'on va essayer de faire exhaustive sur les régimes juridiques applicables donc, aux créateurs d'entreprises. On va essayer d'avoir une vision relativement large des modalités d'exercice de l'entreprise. Donc n'hésitez pas en même temps effectivement de cette présentation qui alors, sera exhaustive mais aussi qui peut être rébarbative sur certains aspects. Donc n'hésitez pas à nous couper, présenter vos questions. Ça rendra effectivement également ce webinaire un petit peu plus interactif et il sera néanmoins intéressant mais toujours un peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous poser des questions, je les vois sur mon écran, donc ça me permettra de pouvoir interagir directement. Donc, écoutez, sans plus attendre, on va commencer donc cette présentation. Alors déjà de manière relativement large, pour vous indiquer effectivement les grandes catégories de modalités d'exercice de l'entreprise. Donc, je pense que vous devez tous avoir déjà entendu parler de ces fameuses modalités. Alors, on entend effectivement beaucoup de choses. Alors, bien entendu, des oui-dire, mais souvent, en allant un petit peu à la pêche aux informations, se dire, ah bah oui, tiens, moi je suis en société, tiens, j'ai une holding, ou moi je suis en micro-entreprise, ou je suis auto-entrepreneur. Donc tout ça, effectivement, ce sont des modalités d'exercice pour une entreprise, de création d'entreprise, souvent d'ailleurs assez ésotérique pour certains. Donc, on va essayer de voir en fait quels en sont les intérêts, les différences et puis surtout les critères de choix, puisque confronté effectivement à ce choix, on s'est dit ben voilà, pourquoi effectivement aller sur une autre entreprise, pourquoi aller chercher une micro-entreprise et quel est l'intérêt finalement d'aller créer une société avec évidemment les coûts que ça peut représenter. Donc, traditionnellement, on va opposer deux modalités d'exercice, en nom propre ou par le biais de la création d'une société, d'une structure donc ad hoc. Le choix, pour essayer de vous donner quelque chose qui soit relativement simple à appréhender, le choix est toujours identique. On va opposer les structures de faible importance des structures de grande importance. Pourquoi? Souvent, effectivement, ce qui est un frein à la constitution des entreprises, c'est le coût que peut représenter la création d'une société. Pourquoi? Comptabilité commerciale, recours à l'expertise comptable, souvent effectivement donc recours à un cabinet d'affaires pour venir créer les statuts de l'entreprise. Donc tout ça, souvent aussi par défaut de renseignement, peut constituer un frein. Donc le premier accès, assez simple en revanche, va être soit l'exercice en entreprise individuelle ou soit des statuts. Et là, il y a souvent une confusion également qui s'opère en entreprise individuelle de type micro-entreprise. Alors, on va commencer sur cet aspect-là, même si je vous renverrai, donc on va faire quelques développements rapides sur la micro-entreprise, mais sachez que vous avez un webinaire qui se tiendra donc le 25 et va pouvoir approfondir effectivement toutes les questions de la micro-entreprise, qui est véritablement une modalité d'exercice un petit peu particulier. Donc, c'est cet exercice-là. L'auto-entreprise, je vais y arriver, la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, sont des modalités, elle est plutôt réservée à un début d'activité, un commencement d'activité. Pourquoi? Faible moyen, c'est souvent une inscription, que ce soit de la micro-entreprise ou de l'entreprise, donc inscription auprès du CFE, et l'entrepreneur va attaquer directement son exercice professionnel, assez simplement, mais sans aucune protection. Ou à nuancer, en tout cas au moins pour la résidence principale, puisque de plus en plus, effectivement, outre la déclaration qui pouvait exister sur la protection de la résidence principale du chef d'entreprise, aujourd'hui, effectivement, cette protection est quasi de droit, mais est limitée. Pourquoi? Quelle que soit cette modalité d'exercice, micro-entreprise, entreprise individuelle, il n'y a aucun cloisonnement entre le patrimoine professionnel et le patrimoine professionnel. Autrement dit, dans le cadre de votre exercice, si effectivement vous faites de mauvaises affaires, l'intégralité des créanciers dits professionnels peuvent revendiquer effectivement leurs créances sur le patrimoine personnel. C'est là où ça devient effectivement un petit peu plus gênant. Sur des activités type prestataire, on a un petit peu moins de difficultés, et encore que, on peut avoir en fait des fournisseurs relativement importants, je pense notamment à tout ce qui peut être informatique, système d'information qui peut être relativement onéreux. Bien entendu, le risque financier et majeur va plutôt reposer sur des prestataires ou les catégories mixtes, c'est-à-dire prestations et puis vente de marchandises. Donc là, on a un intérêt effectivement assez important à veiller cette modalité juridique d'exploitation, puisque l'auto-entreprise ou l'entreprise individuelle n'assure pas, ou pas complètement en tout cas, la protection du patrimoine du chef d'entreprise.
Donc cette structure-là, qui n'en est pas vraiment une, hein, vous l'avez compris, c'est un simple enregistrement de la personne en qualité de professionnel, donc qui va vous permettre effectivement de bénéficier d'un SIREN, d'un SIRET pour l'établissement. En revanche, n'organise pas une protection patrimoniale. Alors, n'hésitez pas en tout cas à me poser des questions entre-temps, parce que moi je vais aller assez vite sur ces deux notions-là, même sur la micro-entreprise où je vais en toucher deux mots. Parce que je veux d'abord vous dresser le panel avec le IRL, qui est encore une modalité spécifique, très peu connue, avant d'entamer effectivement les types sociétaires, donc de création d'entreprise. Donc l'entreprise individuelle ou la micro-entreprise, alors je vais juste dire un tout petit mot de la micro-entreprise tout de suite. Souvent, il y a une confusion qui règne en fait autour de cette notion de micro-entreprise. On ne crée pas une micro-entreprise. On ne dit pas je vais ouvrir ma micro-entreprise. Non, il faut bien savoir que la micro-entreprise, c'est juste un système déclaratif, c'est un système fiscal. Autrement dit, quand vous allez en fait vous déclarer micro-entrepreneur, c'est en fait simplement un régime de taxation sociale, fiscale, appliqué à une activité professionnelle lorsque vous l'exercez en nom propre. Mais ce n'est pas en tant que tel une entité. Ça reste effectivement un statut social fiscal simplifié. Alors pourquoi statut social fiscal simplifié? Parce que l'on peut traiter au travers en fait de forfaits, parce qu'effectivement il n'y a pas de TVA si on ne dépasse pas un certain nombre de seuils en prestation de services et ou en vente de marchandises. Et donc effectivement, tant qu'on reste dans ce spectre assez simple, il y a une modalité professionnelle de fonctionnement qui est effectivement simple, qui est uniquement du déclaratif. Je vais payer un forfait social fiscal correspondant à un niveau d'activité qui est le mien, et si je ne dépasse pas ces critères, je suis exonéré de TVA. Donc on a quelque chose de relativement souple, de déclaratif, qui se prête assez bien, c'était ce que je disais un petit peu en tout début d'intervention, qui se prête assez bien en fait à de l'activité complémentaire. Souvent, ce que l'on constate en cabinet d'affaires, c'est régime de micro-entreprise qu'on pratique peu, hein, puisque c'est pas du tout le secteur cible, puisque c'est uniquement déclaratif. Ça se prête à des compléments d'activité. C'est-à-dire un salarié qui intervient dans un domaine qui souvent soit une passion, soit veut en fait changer de secteur d'activité. Eh bien, cette phase de micro-entreprise est souvent une phase test qui permet de tester le marché. C'est-à-dire que comme les critères de chiffre d'affaires sont quand même relativement hauts, un peu moins de 40 000 en presta et un peu moins de 90 000 si j'ai bonne mémoire, ce qui concerne la vente de marchandises, ça permet d'initier un début d'activité sans avoir tout le formalisme attaché à la création d'une structure sociétaire et effectivement de bénéficier en plus d'un forfait social et fiscal. Donc plutôt attaché à un début d'activité. Donc je reviendrai après sur la partie entreprise, mais je vais exclure tout de suite une notion hybride qui a fait couler énormément d'encre il y a cela 3-4 ans et qui est un échec, il faut le dire, assez conséquent, puisqu'en fait c'est tellement hybride que c'est vraiment à mi-chemin entre l'entreprise individuelle qui trouve bien sa place, l'auto-entreprise, enfin la micro-entreprise, l'auto-entreprise qui fonctionne relativement bien sur du complément d'activité, et puis la création d'une société à part entière. Donc c'est cette notion de IRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Alors, on a vu beaucoup de choses sur le IRL, énormément de choses, parce qu'elle est extrêmement confuse. Le régime juridique de cette entreprise individuelle à responsabilité limitée est extrêmement confus en tant que tel, rédigé de manière difficile. Le législateur a essayé de proposer un instrument, alors je vais essayer de rentrer dans une théorie assez simple, un instrument hybride sur la protection du patrimoine. C'est-à-dire que sans aller créer une personnalité morale en tant que telle, comme une société, le législateur s'est rendu compte qu'il y avait une difficulté concernant la protection du patrimoine du chef d'entreprise. On voulait aller au-delà de la simple protection de la résidence principale en se disant est-ce qu'il est possible, juridiquement, d'organiser l'affectation de certains biens, d'une masse de biens, à l'exercice professionnel. Et autrement dit, sur cet îlot affecté, les créanciers peuvent aller chercher la responsabilité du chef d'entreprise sur cet îlot affecté, mais pas sur le patrimoine personnel du chef d'entreprise. Donc, alors pour nous juristes, en fait, ça a été une petite révolution, alors vraiment à nuancer parce qu'aujourd'hui des EIRL, eh bien, soit on n'en a pas vu beaucoup, en tout cas moi je n'ai pas eu à en traiter, parce que beaucoup trop hybride et relativement incertain. Pourquoi? Parce que c'est la théorie de l'affectation du patrimoine. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est ça, c'est un patrimoine affecté à l'exercice professionnel. Eh bien, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Pourquoi? Vous avez souvent des biens immobiliers, mais de différentes natures. Et il est très difficile de dresser un dictionnaire, ou en tout cas une liste adressée donc au greffe pour dire, bah, attention, ça je considère que c'est mon patrimoine professionnel, je l'affecte, et donc du coup, je le rends quasiment à la merci en fait des créanciers.
Pourquoi c'est difficile? Parce que le patrimoine bouge, que ce soit des créances, que ce soit les patrimoines mobiliers ou immobiliers, rien n'est effectivement complètement immuable ou gravé dans le marbre. Et en fait, on s'est rendu compte, même juridiquement au travers de la jurisprudence, où il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, certains créanciers ont réussi à faire enlever cette perméabilité et sont allés chercher en fait des créances professionnelles sur le patrimoine personnel du chef d'entreprise. Donc l'instrument qui paraissait être une bonne idée à la base, assez difficile à manier au travers des concepts juridiques français, mais en tout cas a été posé par le législateur et finalement peu utilisé parce que à mi-chemin en fait entre deux choses qu'on connaît très bien, l'entreprise individuelle ou la création de la société. Et le réflexe assez naturel du praticien, de l'expert comptable ou de l'avocat, je milite là pour les deux professionnels, eh bien c'est de dire tant qu'on en est à travailler sur une affectation du patrimoine, allons jusqu'au bout des choses, créons une petite structure. Ce qui me fait la transition avec ces structures-là, donc les sociétés à part entière, et la notion qui a souvent été confondue avec le IRL. Alors, je vais dire tout de suite, la fameuse, entre guillemets, EURL. Le sigle URL n'existe pas en tant que tel. Vous ne le trouverez pas dans le code de commerce, mais c'est pour ça que du coup, j'ai voulu faire cette introduction de la société par le IRL. On parle de société à responsabilité limitée unipersonnelle. Le URL est une contraction de la pratique. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée n'existe pas. Vous ne la trouverez nulle part que simplement utilisée en tant qu'élément de langage dans la pratique juridique, mais elle n'existe pas en tant que telle. C'est une SARL qui est unipersonnelle. Donc aujourd'hui, faire la différence entre une EIRL ou une EURL, donc une SARL unipersonnelle, oui, il y a un vrai travail. Aujourd'hui, dire qu'une EIRL est plus performante, c'est absolument faux. Et dire qu'elle est beaucoup plus chère ou moins chère plutôt en l'occurrence qu'une SARL, c'est complètement faux. Aujourd'hui, le travail qui est à réaliser pour une EIRL est extrêmement conséquent puisque ça nécessite de faire un tri, une déclaration, un travail en finesse de l'expert comptable, puis une déclaration au greffe qui de toute façon sera effectivement à régulariser. Le travail qui consiste à monter une SARL unipersonnelle, finalement, est quasiment beaucoup plus simple. Création des statuts. On fait bien entendu ce travail avec donc l'expert comptable qui va nous servir à la fois pour le business plan. Ceux qui ont assisté au webinaire de ce matin ont dû s'apercevoir en fait du travail qui était à mener en concertation d'ores et déjà avec l'expert comptable. Donc ensuite le ballon est assez facile à passer au cabinet d'affaires, voire au service juridique du cabinet d'expertise comptable quand le dossier est assez simple, qui va vous créer en fait des statuts, et si on reste dans le cadre en fait d'une entreprise unipersonnelle, eh bien constituer une SARL unipersonnelle. Aujourd'hui, pour une entreprise de petite taille ou de taille moyenne, c'est l'instrument, et je viendrai ensuite le mettre en concurrence avec sa cousine, la SAS, mais c'est l'instrument qui est encore utilisé à 70-80% par les créateurs d'entreprises. Quand je parle effectivement des 70-80, c'est au sein même des structures sociétaires, SARL, SAS, SNC, SA, etc. Aujourd'hui, pour le faire simple, parce que votre choix en fait là-dessus, sauf vraiment activité spécifique qui nécessite une SNC, le choix est assez simple. SARL ou SAS. Aujourd'hui, les autres formes sociétaires sont soit, passez-moi l'expression, désuètes comme la société anonyme, soit extrêmement compliquées à manœuvrer comme la société en commandite par action. Donc on peut d'ores et déjà écarter pour les créateurs d'entreprises ces formes-là qui répondent souvent en fait d'un impératif légal. Je vous donne un exemple pour les débitants de tabac. Les débitants de tabac sont obligés de recourir à une SNC. C'est la loi, on ne peut pas choisir une autre forme qu'une SNC. Donc hormis les cas où la loi nous impose une forme sociétaire, le chef d'entreprise sera assez rapidement guidé soit vers une SARL, soit vers une SAS. Donc, ce qui va nous faire effectivement un plan d'étude relativement simple, quelle va être la différence entre cette SARL, cette SAS, parce que les deux formes ont évolué de la même manière, d'une certaine manière, et vers effectivement quelque chose qui aujourd'hui crée une véritable concurrence entre elles. Quasiment aujourd'hui une vampirisation de la SARL par la SAS. Alors tout ça est historique et on va effectivement essayer de dégager un critère de choix, puisque c'est un peu la thématique de ce soir, présenter les formes sociétaires. Donc c'est de se dire effectivement, aujourd'hui si on me dit c'est bien, on va créer une forme sociétaire, une SARL ou une SAS. C'est quoi le critère de choix? Donc on va commencer par les ressemblances, avant d'attaquer les différences qui sont finalement aujourd'hui désuètes. Pourquoi? Le régime de la SAS était assez récent et 99, si j'ai bonne mémoire, et est venu effectivement concurrencer une SARL qui est beaucoup plus vieille, des années 70, 66, 70. Aujourd'hui, les deux formes sociétaires, lorsque vous voulez créer donc une entreprise, ne nécessitent pas un apport personnel conséquent, en tout cas en théorie.
Donc là, je vais rebondir également sur des formules qui ont été largement utilisées. À l'époque, on parlait d'SARL à 1 euro, la fameuse SARL à 1 euro. Alors, je vais tout de suite effectivement nuancer ces deux propos, aussi bien pour les SARL que pour les SAS. Oui, c'est vrai, vous pouvez constituer une SARL à 1 euro, mais c'est 1 euro de capital social. Alors, en fait, en théorie, c'est pas tout à fait 1 euro, hein. On dit simplement que les statuts fixent librement le montant du capital social. Donc, en théorie, ça fonctionne. Vous pouvez créer une société en mettant 1 euro de capital social. On se rend assez vite compte que la pratique va rapidement vous demander un tout petit peu plus qu'un euro de capital. Pourquoi? Si vous allez encore une fois suivre ce qu'on vous avait dit ce matin, si vous avez besoin d'aller chercher un financement après, ou en tout cas de commencer à monter un business plan, vous vous rendez compte qu'il va falloir très rapidement un bout d'apport. Et donc effectivement, les banques, assez logiquement, va pouvoir préférer en fait un montant de capital social qui n'est pas disponible, hein, assez fort, plutôt que du prêt classique ou des avances sans compte courant d'associé. Donc en fait, très rapidement, la banque va vous dire, bon, mais écoutez, voilà, dans le cadre de votre activité, en fonction du secteur d'activité, il serait bien de commencer par un capital social d'un montant de temps en fonction de votre business plan. Donc très souvent, c'est la pratique, c'est plutôt le banquier et l'expert comptable qui vont vous orienter sur le montant du capital à déterminer, ce qui, encore une fois, est un montant libre. Donc ça peut être 1 euro, hein, sur les activités à faible engagement financier, qui sera un petit peu plus fort sur certains autres secteurs d'activité. Alors pourquoi je dis différence et similitude? Il y avait effectivement jusqu'à peu une différence majeure puisque la SAS recourait d'un montant de capital social minimum, ce qui n'est plus le cas. Aujourd'hui, la SAS, de la même manière que la SARL, peut être constituée avec 1 euro de capital social minimum. Toujours au rang des ressemblances, puisque aujourd'hui on a beaucoup plus que des différences. Au rang des ressemblances, les deux formes sont des formes, et c'est quelque chose qui est effectivement essentiel, de sociétés à responsabilité limitée. D'où l'intérêt du montant du capital social et d'où effectivement le fait que ce soit souvent le banquier qui va vous dicter ce montant-là, parce que le montant, et là c'est la réalité des choses, et c'est vraiment l'élément majeur que l'on vient mettre en opposition par rapport à l'entreprise individuelle ou toute forme en fait d'entreprise, micro-entreprise, c'est que si vous mettez 1 000 euros, 10 000 euros de capital social, en cas de déconfiture, la responsabilité des associés, aussi bien en SARL qu'en SAS, n'ira pas au-delà. On ne peut pas aller chercher une responsabilité pécuniaire au-delà du montant du capital social engagé dans une structure. Alors, attention, toute petite nuance, sauf bien entendu à avoir contracté auprès du banquier ou tout autre fournisseur un engagement que nous on appelle un engagement personnel. Il est évident que si vous dites oui, si ma société fait des mauvaises affaires, je m'engage à titre de personne physique, qualité de caution, à venir en fait suppléer la société, c'est un engagement personnel. Donc là oui, effectivement, ça risque de faire effacer l'intérêt que peut représenter la protection d'une personne morale. Mais en théorie, quand c'est bien négocié et accompagné, très souvent, il n'y a pas ce système-là, sauf à avoir des emprunts assez conséquents, ce qui fait que la société joue pleinement, le mécanisme de personne morale joue pleinement son rôle de bouclier, et la responsabilité pécuniaire de l'associé et du dirigeant, qui sont souvent les mêmes, est strictement limitée au montant des apports au capital social. Donc on a là un vrai outil de protection du patrimoine du chef d'entreprise qui constitue l'intérêt majeur de la création d'une structure de type personne morale. Donc voilà pour l'essentiel, en tout cas les ressemblances entre d'un côté SARL et de l'autre côté SAS. Les deux formes en fait sont des structures à responsabilité limitée. Il y a maintenant des différences qui vont d'une certaine manière vous guider pour le futur choix de la structure. Alors on va en entamer une différence qui est assez importante, sans entrer trop dans le détail, parce que là on pourrait faire une intervention de 3 heures, mais c'est le fonctionnement même en fait d'une société par action simplifiée. Comme son nom l'indique, et là on va faire juste un tout petit peu d'orthographe, société par action simplifiée, la société c'est du singulier, par action, action au pluriel, et simplifiée au singulier. C'est une société par action qui est simplifiée. Donc cette SAS est un dérivé de la société anonyme que l'on connaît et qui effectivement, si je résume la position de la SAS, accorde plus d'importance au capital social qu'à la personne même de l'associé, ce qui n'est pas le cas de la SARL. En SARL, et on va essayer de développer ces aspects-là, on a une société dite mixte, c'est-à-dire que, bien entendu, c'est une société qui offre la protection de la responsabilité limitée, donc le rôle de bouclier, mais qui accorde une importance à chacun des associés de la structure. Et ça, c'est pour ça que le développement est assez long à faire. On retrouve ces différences au sein même du régime juridique applicable à la SARL et à la SAS. Donc la SAS, comment ça fonctionne? On est en société par action. C'est-à-dire que la personne
associé compte moins que l'apport qu'il va mettre. Demain, par principe, sauf aménagement statutaire spécifique, vous rentrez, vous sortez d'une société par action simplifiée librement. Il n'y a pas par principe, sauf encore en clause statutaire contraire, il n'y a pas par principe de clause d'agrément. Vous achetez des actions, vous faites une augmentation de capital, vous faites une réduction de capital ou vous sortez de la société par principe de manière libre. Surtout, la cession s'effectue puisqu'on est en face d'un instrument qui s'appelle une action et pas une part sociale. C'est encore une fois un régime qui est distinct. Cette action se cède extrêmement facilement. La loi, lorsqu'on est face à une société de type SARL, impose un acte écrit. Bon, qui dit un acte écrit, souvent effectivement renvoie à une certaine complexité, donc un formalisme particulier, ce qui veut dire que vous allez soit passer par la case expert comptable, mais plus souvent effectivement la case avocat d'affaires pour pouvoir vous rédiger un compromis de cession sous conditions suspensives, puis ensuite une cession définitive. Assez compliqué, parce que ce projet devra être notifié à la société, à chacun des associés, devra faire l'objet d'une assemblée générale qui va agréer l'acquéreur, et s'il n'agrée pas, eh bien on a tout un système effectivement pour pouvoir engendrer la sortie de l'associé, mais ce n'est pas aussi simple qu'une simple cession d'actions, qui elle pour le coup eh bien, se résume en une écriture, par le biais d'un ordre de mouvement, qui est signé entre l'acquéreur et le vendeur, et qui est simplement transmis à la société. Par définition, légalement, vous n'avez pas besoin d'un acte écrit, si ce n'est un ordre de mouvement envoyé donc au teneur du registre de la société et une déclaration fiscale pour l'enregistrement. Donc la cession par action, et d'ailleurs en fait on le constate en pratique, quand on n'a pas besoin d'avoir en fait des clauses complexes de cession qui organisent des fixations et des modalités de prix qui sont complexes ou des garanties au travers de garanties d'actifs passifs qui sont complexes, eh bien s'organise assez facilement, voire assez rapidement, puisqu'en fait c'est un simple CERFA ainsi qu'un ordre de mouvement qui permet effectivement de transmettre des actions d'un acquéreur à un autre. Donc là, on pourrait se dire, oui, mais alors c'est pas si évident, quel serait l'intérêt assez naïvement de se dire pourquoi finalement je ne prends pas qu'une SAS parce que ça me paraît très compliqué pour une SARL. Bien en fait, on se rend compte que dans des sociétés où l'intuitu personnel, c'est comme ça qu'on l'appelle, est important, on veut organiser ce noyau dur. L'impossibilité de pouvoir en fait avoir autour de la table des personnes tierces. Donc on va choisir, et c'est un élément de choix, un critère de choix, on va choisir la SARL pour son côté fermé. Le cadre des décisions se prend en assemblée générale avec des règles de majorité et de quorum nouvellement définies qui sont beaucoup plus restreintes que la SAS. La SAS est par définition un dérivé de la société anonyme qui est par excellence en fait une société très libre, où on entre, où on sort, où l'assemblée générale est absolument souveraine et où l'associé finalement ne représente que peu d'intérêt par rapport à ses fonds. Donc, quand on veut avoir une société très fermée, enfin finalement fermée, pas très fermée, mais en tout cas fermée, sans aller jusqu'à une unanimité, on va privilégier effectivement une société de type SARL plutôt qu'une SAS. Donc ça, c'est un critère de choix que l'on doit garder à l'esprit. Pourquoi? Là, on parle de petite entreprise. Si maintenant, et c'est souvent le cas, notamment pour des porteurs de projets avec beaucoup d'ambition, ce qui est le cas de la majeure partie de nos créateurs et nos porteurs de projets, c'est d'aller chercher du financement. Or, quand l'on passe d'une petite entreprise, allez, passez-moi l'expression, familiale, aux capitaux assez restreints, quand on va chercher du financement, tierce, banque, avec peut-être d'autres types d'investisseurs, au-delà de la banque, ça peut être des associés donc type business angel, ça peut être effectivement des investisseurs institutionnels, là, le choix va vous être imposé. Vous devrez nécessairement recourir à une société par action simplifiée. Il n'y aura pas de choix. Ce qu'on disait tout à l'heure, la simplicité d'entrée et de sortie, oui, mais c'est surtout que la SAS, par ce régime juridique très simple, renvoie énormément de questions au contrat. La SAS, et c'est reconnu légalement, est une société dite contractuelle. Si vous regardez le code de commerce, essayez de... Tout le monde n'a pas cette lecture du soir, et vous allez voir, si vous avez quelques périodes d'insomnie, ça peut être intéressant. Allez comparer les régimes juridiques entre la SARL, la SA et la SAS. Vous allez trouver grosso modo 230-240 articles sur la société anonyme, 160-170 pour la société à responsabilité limitée, et une trentaine pour la société par action simplifiée. Pourquoi? Parce que la SAS, et c'est sa nature, d'où le terme simplifié, donne un cadre légal minimaliste
contractuel et renvoie à la volonté des parties le fonctionnement pour le reste. Et cette modalité de fixation contractuelle du règle du jeu, contrairement à ce que l'on peut penser, est extrêmement large. Ça va des organes de direction, sauf quelques prérequis, par exemple être représenté par un président. Au-delà, vous fixez les modalités de direction, d'assemblée générale, de la manière dont vous le souhaitez. Donc ça en fait un instrument privilégié, pour ne pas dire effectivement le seul instrument, lorsque vous êtes porteur de projet et que vous souhaitez accéder à des financements externes. Un investisseur institutionnel va venir et très souvent va considérer que pour un euro donné, il veut avoir une certaine rentabilité et surtout des conditions de sortie. C'est absolument antinomique de la SARL, puisque vous ne pouvez pas par avance préjuger de la manière dont vous allez sortir, parce que vous n'êtes même pas sûr de pouvoir sortir. L'investisseur qui viendra pour mettre du capital risque va très certainement miser sur une notion soit de rentabilité, soit de plus-value. Donc va considérer que le seul instrument juridique qui lui offre cette sécurité-là, de contractualiser son entrée, mais également sa sortie, c'est la SAS. Donc vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Dès l'instant où l'entreprise se développe, assez rapidement, le choix s'oriente vers soit une transformation, si quelqu'un a commencé par une entreprise ou effectivement une SARL, vers une migration du statut d'entreprise de SARL vers celle de la société par action simplifiée. Et vous allez voir que cette mécanique, on la retrouve à différents stades de la vie de l'entreprise. On le retrouve à la création quand on se pose la question, et on verra tout à l'heure sur le critère en fait du choix de la protection sociale du dirigeant, parce que c'est un critère. Mais pendant la vie d'entreprise, recherche de financement ou vente, puisque c'est aussi effectivement bien dans le cadre d'un cycle de vie d'entreprise un événement assez important, eh bien un critère essentiel, il faut quand même l'évoquer, c'est les potentiels droits d'enregistrement attachés à une vente d'entreprise. En SARL, tout comme d'ailleurs effectivement en vente de fonds de commerce, vous avez une fiscalité qui est extrêmement lourde. En droit d'enregistrement, si je ne prends que ça, en SARL, la vente de parts de SARL est taxée en droit d'enregistrement, je ne parle même pas encore de la partie plus-value, à 3%. 3% du montant de la cession. Si on compare le régime SAS, 0,1%. Sur une cession à 10 000 euros, pas beaucoup d'enjeux. Sur une cession à 1 million, 5 millions, 10 millions, de 3% à 0,1%, on a un enjeu majeur. Ce qui fait que, mécaniquement, lorsque des sociétés s'intéressent à des cibles, notamment de jeunes cibles, si ce sont des startups, on vous demande, pour les raisons qu'on a évoquées juste avant, c'est-à-dire soit le financement ou soit l'acquisition, eh bien de procéder à une transformation de la société. Donc il est vrai que dans le critère, si d'ores et déjà on est sur un projet à forte valeur ajoutée, qui va nécessiter ces points d'étape, les deux choix qu'on va tout à l'heure indiquer, c'est-à-dire la protection et la protection sociale et la fiscalité du chef d'entreprise, finalement, oui, ils vont nous guider, mais doivent être mis en exergue par rapport au futur du projet, parce que très rapidement, en fait, on se rend compte que l'outil ne va pas être adapté. Alors, l'entreprise individuelle, encore moins par rapport à ce développement-là, c'est-à-dire que la recherche de financement externe sera complètement incompatible avec la notion d'entreprise individuelle. Je ne parle même pas de la micro-entreprise. On va nécessairement devoir s'orienter vers une structure sociétaire, et si on part sur ce type de développement, nécessairement vers une société de type société par action simplifiée. Donc, il faut avoir ça à l'esprit pour éviter finalement de multiplier les coûts. Commencer par une EI, l'entreprise individuelle, on se rend compte que la protection n'est pas finalement très intéressante, qu'est-ce qu'on peut faire? On va créer une SARL. On va donc devoir procéder par des étapes d'apport. Tout ça coûte cher dans le cadre de la Constitution, puisqu'il y a des intervenants qui doivent émettre un certain nombre de rapports, commissaires aux apports, co-intervention avec les experts comptables, les avocats, ce qui fait qu'effectivement, avoir mal calibré son projet juridiquement au départ, finalement, on se rend compte qu'on a fait des économies, que nous souvent qualifiées d'économies de bout de chandelle pour débarrer son activité, ce qui est compréhensible, mais qui finalement se révèle être un peu ruineux, puisqu'ensuite, en fonction du choix que l'on opère, il va falloir quasiment faire coup double, outre la fiscalité attachée aux différentes mutations. Quand on constitue une entreprise individuelle, que ça fonctionne bien, on ne peut pas passer en société de manière libre. On a créé de la valeur, il est donc normal que l'État effectivement ait son mot à dire. Donc effectivement, la mutation d'une personne physique vers sa société coûte de l'argent. Ça peut vous entraîner effectivement, il y a un régime attaché à cela, mais en tout cas des droits d'enregistrement et des plus-values en fonction effectivement de du choix que vous opérez. Là, c'est pas l'objet de la présentation de ce soir, mais il y a effectivement un petit bout d'étude pour optimiser ces passages. Donc encore, la meilleure façon d'optimiser, c'est peut-être bien de calibrer son projet et dès le début de choisir correctement, si j'ose dire, le cadre de son intervention professionnelle. Donc,
Critères de choix, je le disais juste avant, qui participent effectivement à maîtriser ces aspects juridiques, ben, c'est la protection du dirigeant, protection sociale et la fiscalité personnelle. C'est finalement la dernière clé qui va guider votre choix. Donc, protection sociale, là, il y a un choix majeur à opérer. On rentre dans un débat qui est souvent technique, qui arrive assez facilement à trouver une issue. Quand on vient de nous consulter, on nous demande à différents stades, soit des personnes relativement jeunes qui sont porteurs de projets, soit des personnes qui sont en transition, qui sont salariés, soit même des personnes qui sont, allez, souvent en fin de carrière d'une certaine manière, 50, 55 ans, mais qui veulent en fait avoir un projet différent d'un projet de salariat. Et donc là, le critère donc de la protection sociale entre la SARL et la SS va avoir un rôle primordial. On va distinguer deux choses. Le TNS, donc le travailleur non salarié, du régime assimilé salarié. Et là, il y a une grande différence et surtout une vigilance à avoir. Donc on va distinguer les deux. Le TNS d'un côté en ce qui concerne effectivement le gérant majoritaire de SARL et de l'autre côté le président qui va être assimilé salarié. Donc on pourrait se dire, est-ce que la différence ne se résume pas uniquement en des cotisations? Il y a une différence assez importante. Il est évident, et le terme en fait indique un petit peu à la sauce à laquelle on va être mangé, assimilé salarié, vous allez donc dépendre du régime de sécurité sociale. Donc oui, les cotisations seront plus chères. La cotisation donc sera dépendante effectivement du régime de sécurité sociale, mais la protection sera celle effectivement assurée par la sécurité sociale. De l'autre côté, le régime TNS, moins cher en cotisation sociale, mais va nécessairement, en tout cas quand on veut une protection sociale digne de ce nom, passer par la contraction de complémentaires. Donc de contrats prévoyance, santé, qui va faire intervenir d'autres professionnels qui sont spécialistes en la matière, et adapter en fait un régime prévoyance santé adapté à la situation personnelle. Et souvent là le critère est important. Pourquoi? On a des chefs d'entreprise qui arrivent avec des problématiques de santé qui fait que ça rend quasiment impossible la possibilité d'adhérer au système TNS parce que certes une cotisation faible mais une protection minimaliste. Si elle n'est pas doublée d'une prévoyance digne de ce nom, ça peut effectivement poser un certain nombre de problèmes en termes de protection santé. Donc là, par rapport à des critères qui ne sont pas subjectifs, qui sont véritablement objectifs, l'âge du porteur de projet, est-ce que oui ou non, il peut être affecté d'un certain nombre de maladies, chroniques ou autres, ça peut être effectivement des personnes diabétiques qui ont des suivis qui mécaniquement entraînent des exclusions d'assurance. Donc là, on va pas leur préconiser souvent un régime TNS parce qu'on sait qu'il risque d'y avoir des petits soucis. On préconise souvent le statut TNS, encore une fois pour la petite entreprise, créateurs, souvent des personnes qui n'ont pas encore un régime, ou ils n'ont pas une affiliation longue à un certain régime, donc c'est pas un salarié qui aura passé par exemple 25 ans, 30 ans de carrière dans le régime sécurité sociale, puisque là encore on ne va pas bouleverser effectivement ses cotisations retraite, etc. Donc ça s'adresse plutôt à un public voilà, jeune, en création de projets pour essayer d'adopter quelque chose de simple et encore une fois, un régime juridique plutôt fort mais restreint. Une petite quantité d'associés qui se connaissent souvent et dont on souhaite qu'il y ait eh bien, une protection du noyau dur. Voilà vraiment la cible du porteur de projet type SARL, TNS, donc gérant majoritaire. L'assimilé salarié, le président, eh bien, du coup, effectivement, lui va être à la sécurité sociale, donc ce qui offre effectivement un certain confort, va payer des cotisations plus cher. Alors, je vois au moins une question, mais quelle est la différence de coût? C'est à peu près 20%. Alors, j'ai pas exactement, ça dépend effectivement de la catégorie professionnelle, des conventions collectives, etc. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu, mais on est bien effectivement de l'ordre quasiment de 20 points d'écart entre le régime TNS et assimilé salarié. Donc celui-ci va te faire poser moins de questions, puisque du coup on est affilié directement au régime de sécurité sociale, donc vous avez une carte vitale, si j'ose dire, la vraie. En revanche, vous ne cotisez pas, vous ne devez pas cotiser aux ACDIC. C'est un assimilé salarié. On ne tire pas toutes les conséquences du régime salarié. Donc effectivement, vous n'avez pas l'assurance chômage.
en ce qui concerne les assimilés salariés. Donc c'est essentiellement effectivement un régime de protection sociale. Donc outre, vous avez compris que c'était un des éléments, un des critères, mais ça ne doit pas constituer en fait le seul critère de sélection entre la SARL et la SAS. On l'a vu tout à l'heure, il y a tout un panel de points à prendre en considération, le financement, la qualité des associés, le futur, la nature même du projet. Certains seront plutôt effectivement par nature, va relever en fait de quelque chose de plutôt contractuel quand on sait qu'on va devoir s'associer. Donc voilà. Mais en tout cas, la protection sociale du dirigeant doit faire partie du critère de sélection, notamment quand on est face à un créateur qui peut être affecté de certaines pathologies ou en fonction de l'âge et en fonction de la perturbation des systèmes de protection qu'on pourrait avoir par le passé. Donc ça, c'est un critère relativement important. Et enfin, il y a une fiscalité qui n'est pas du tout la même en SARL qu'en SAS. Alors là, on a souvent des questions. Pour l'instant, je n'en ai pas beaucoup, mais ça risque de venir. En ce qui concerne le traitement fiscal et social des dividendes des structures. Donc là, on a une différence majeure et qu'il faut également anticiper de la même manière au regard des mêmes critères que l'on vient de dresser. Associés tiers, besoin de financement ou pas. Pour faire simple, parce qu'il y a souvent effectivement des mythes attachés à ces distributions de dividendes, là je parle d'une société classique, c'est-à-dire qui est composée en fait uniquement d'associés personnes physiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la fiscalité intragroupe, ce n'est pas du tout l'enjeu. On reste sur une société simple avec des associés personnes physiques. La société fait son résultat, gagne de l'argent, SARL, SAS, je fais une distribution de dividendes, comment va être taxé mon dividende? Là le régime n'est pas tout à fait le même. En matière de SARL, encore une fois, sur les gérants majoritaires, eh bien, on a une règle. Alors, cette règle a été refixée il y a encore peu, finalement, quand on regarde l'ancienneté des structures, puisque c'était il y a 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, la distribution effectuée au profit donc, de la personne physique associée majoritaire d'une SARL va subir, en fait, ou souffrir, j'allais dire, d'une double peine. On aura la fiscalité du dividende en tant que tel, donc en fonction du choix qui aura été opéré. Mais surtout, les dividendes sont assimilés au niveau effectivement fiscal comme étant du revenu d'activité. Autrement dit, et c'est là le deuxième effet qui se coule, la masse de distribution effectuée va rentrer dans l'assiette de cotisation sociale du dirigeant. Et là, effectivement, en fonction bien de la masse à distribuer, ça peut coûter effectivement très cher. Donc, critères de choix. Pourquoi la SAS en ce qui concerne alors c'est quelque chose qu'on rencontre souvent en pratique, c'est-à-dire l'arbitrage, et vous allez souvent entendre cette terminologie-là, l'arbitrage entre la rémunération et le dividende. Souvent, le réflexe, puisque souvent les personnes en entendent parler, on dit ah oui, mais je vais prendre en fait moins de rémunération et je prendrai plus de dividendes. Je viens de vous expliquer qu'en fait en SARL, si vous êtes gérant majoritaire, ça revient strictement au même. C'est-à-dire que vous prenez une rémunération de gérance et que vous fassiez le complément en dividende, les deux participent d'une rémunération de la gérance. Donc ça ne change rien au schmilblick. En revanche, ce débat existe vraiment en matière de SAS. La SAS, la rémunération dite d'activité, du mandat social, est distincte de la fiscalité du dividende. Lorsque je distribue le dividende en matière de SAS, vous pouvez bénéficier effectivement du système que l'on connaît, notamment la flat tax, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas ce système de flat tax, parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre, il y a un système d'imposition forfaitaire de ce dividende de 30%, qui est en fait une double composante. À l'intérieur de ce taux de 30%, vous avez effectivement des prélèvements sociaux qui existent quoi qu'il arrive, 17,2%, et une véritable partie impôt sur le revenu. Mais impôt sur le revenu forfaitaire, 12,8%, quel que soit le montant de la distribution. Donc là, on a un intérêt majeur, d'autant que c'est une fiscalité forfaitaire, point. Ici, on distingue pleinement le revenu distribué du revenu d'activité. Les dividendes distribués dans le cadre de la SAS ne rentrent pas dans l'assiette de cotisation du dirigeant. Donc quand vous connaissez effectivement le montant de prélèvement, au terme des cotisations sociales sur les rémunérations, le coût que représente cette distribution importante est un véritable critère. Et là, on constate, c'est souvent en fait à cette occasion-là, quand on est en début d'activité, souvent on fait du déficit, on n'a pas encore beaucoup de notions d'appréhension de bénéfices, donc encore moins de distribution, le temps de financer l'activité, de se remettre à flot. La question se pose souvent quand on est en SARL et qu'on a beaucoup de résultats, beaucoup de réserves, de se dire, tiens, ce serait peut-être intéressant maintenant, on va en profiter, de procéder à une distribution de dividendes. Et là, quand on se projette sur des simulations, on va se dire, oulala, pourquoi j'ai pas été choisir en fait un statut de SAS?
encore une fois, rien n'est irréversible. Et bien souvent, ce qui s'opère quand on a des distributions entre guillemets massives à opérer, c'est une transformation de cette société donc en société par action simplifiée, en vue de procéder effectivement ensuite à une distribution. Et c'est là où on a cette notion d'arbitrage. Très souvent, on est à un stade de maturité peut-être un petit peu plus important. On se dit, voilà, j'ai pas intérêt, entre guillemets, à prendre beaucoup plus de rémunération. On va aller cibler des tranches de cotisation sociale optimum pour la retraite, puisqu'on est assimilé salarié. Pour bénéficier malgré tout, effectivement, de quelque chose qui soit optimisant pour son épargne retraite, si on peut parler ainsi. Et le reste, entre guillemets, ça ne sert à rien d'aller surcotiser. Je vous rappelle qu'en matière de SRL, TNS, tout sera soumis à cotisation, quel que soit le montant distribué. Donc là, on essaye effectivement de procéder à cet arbitrage en SAS, plafonner d'une certaine manière la rémunération du dirigeant à un montant, à déterminer, encore une fois avec l'expert comptable, en fonction des tranches de cotisation à opérer, et le reste, soit est laissé dans la société, soit est procédé donc une distribution plutôt importante de manière à maximiser à date cette flat tax. Pourquoi je dis à date ? Ce mécanisme de flat tax est apparu donc sous l'égide du gouvernement donc initié par Emmanuel Macron. Voilà, on est en pleine période. Je pense que là, tout le monde a cette actualité en tête, donc de futures élections présidentielles. On ne connaît pas encore le résultat. On ne sait pas la fiscalité qui sera attachée à partir de 2022 aux futures fiscalités des dividendes. Donc à date, c'est un critère, c'est celui-ci, c'est-à-dire de veiller finalement à ce qu'il y ait un traitement fiscal de faveur, en tout cas qui soit plus clément en ce qui concerne la distribution de dividendes de SAS plutôt que de la SARL. Voilà, donc ça participe effectivement des critères de choix pour le chef d'entreprise, en fonction de son degré de maturité, en fonction de la rentabilité possible de l'entreprise qui va être constituée, de savoir là s'il y a un fort potentiel ou s'il y a des demandes spécifiques, puis ça peut être le cas. Tout à l'heure, on parlait effectivement de financement. Vous avez des investisseurs institutionnels, en concurrence peut-être avec des associés personnes physiques, qui nécessairement solliciteront une distribution systématique des dividendes. Donc il est vrai que face à des investisseurs institutionnels qui, eux, seront protégés par un régime plutôt de faveur, celui des régimes mère-fille, s'ils ont plus de 5% du capital, ça ne sera pas le cas de la personne physique qui subira automatiquement en fait une fiscalité propre, personnelle. Donc là, il est évident qu'une SAS sera beaucoup plus adaptée pour, encore une fois, avoir un climat beaucoup plus favorable en ce qui concerne cette fameuse distribution de dividendes. Donc voilà, si on doit dresser en fait un petit bout de conclusion, et j'espère que cet exposé va apporter quelques questionnements. Aujourd'hui, j'espère ne pas avoir trop orienté en fait ce webinaire sur la création d'une personne morale, mais il est vrai que si on doit distinguer, on est sur quelque chose où pour tester une activité, l'entreprise, la micro-entreprise, l'auto-entrepreneur est satisfaisant, parce qu'à moindre coût, vous pouvez débuter une activité avec effectivement toutes les problématiques qu'on en a pu dégager, c'est-à-dire la faiblesse de protection patrimoniale, personnelle d'une certaine manière, donc en termes de régime de santé et de prévoyance, mais en tout cas surtout une non-préservation potentielle du patrimoine personnel du chef d'entreprise. Donc quelque chose qui permet effectivement d'amorcer une activité, c'est-à-dire l'entreprise individuelle, la micro ou l'auto-entreprise, les régimes sont aujourd'hui identiques, versus la création d'une structure. Oui, il y aura effectivement une mise de départ plus importante, forcément, puisqu'il y aura des frais, il y aura la nécessité d'avoir une vraie, entre guillemets, comptabilité, mais là, pour le coup, une protection et puis une structuration optimale. Il faut aussi avoir, en fait, en critère en tête, un point important, c'est la crédibilité. On est là, pour le coup, entre chefs d'entreprise. Il est évident, surtout dans l'économie actuelle, qu'il est plus favorable de traiter avec une entreprise, entre guillemets, qui a pignon sur rue. Les gens vérifient. Aujourd'hui, les outils numériques se développent. Vous avez tout un tas, vous avez Infogreffe, vous avez les différents comptes, Papers, qui permet effectivement d'avoir une information société extrêmement rapide. On constate que des partenaires, des fournisseurs, des prestataires, aujourd'hui vérifient la crédibilité financière, sociétaire de ces co-contractants, de ces partenaires. Ça rassure nécessairement d'avoir une société, plutôt une société qui soit capée, qui soit dotée d'un certain montant de fonds propres, par exemple, et donc de capitaux. C'est toujours un petit peu plus compliqué de travailler avec une personne ou un entrepreneur individuel. Alors, une petite question, effectivement. Donc, le statut de micro-entreprise relève de quel statut? Par définition, en fait, ce sont des travailleurs non salariés, en fait. Voilà, ce sont des indépendants
On est sur les statuts. Alors, micro-entreprise, c'est un régime un petit peu spécifique puisqu'on travaille en fait sur le forfait, mais par essence, on est sur de l'entreprise individuelle. Donc, un régime de travailleurs non salariés, avec une adaptation spécifique sociale et fiscale puisqu'on est sur du forfait. Voilà pour la question de Julie. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment sur le chat à poser des questions, parce que là j'ai essayé d'être le plus vaste possible. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez peut-être entendu, même si c'est un petit peu plus pointu que ce que j'ai pu développer? Si certains peut-être ont déjà entendu parler, s'ils ont des projets, non pas cette fois-ci de constitution, mais de rachat, en disant tiens, on peut structurer certes l'entreprise, mais on peut peut-être aussi structurer le rachat d'une entreprise. Voilà, je ne sais pas si vous avez ce type de questions. Alors, que faut-il conseiller à un retraité qui n'a plus besoin de cotiser? Alors, là, le cas de figure se présente, malgré tout, assez souvent. Bon, vous avez compris que je n'ai pas un intérêt majeur sur l'entreprise et micro-entreprise. Toujours extrêmement dangereux. Surtout pour les personnes avec du patrimoine personnel un peu plus important. Alors, tout va dépendre encore une fois. Alors plutôt du statut, là j'ai envie de dire quasiment financier en fait. Le social sera plus véritablement une problématique puisque la personne en général va cumuler, donc va prendre entre guillemets son régime de retraite. Ça dépendra vraiment du projet de la personne. Souvent, ces personnes-là n'ont pas un intérêt à aller capter de la rémunération. Elles vont justement opérer cet arbitrage rémunération-dividende. Donc, elles vont laisser, si j'ose dire, la rémunération pour le financement d'entreprise et préféreront effectivement avoir des distributions de dividendes si ça fonctionne. Donc, il n'y a pas un plutôt, c'est dépendant du projet. J'ai envie de dire assez naturellement, on va leur dire plutôt une SAS parce que du coup ils peuvent laisser la rémunération, ils ne sont pas obligés d'aller la fiscaliser. Mais là, les deux en fait vont pas représenter un enjeu majeur parce qu'il y aura très certainement pas de rémunération. Par contre, il serait dommage, à mon sens, d'aller effectivement asseoir des cotisations sociales pour quelqu'un qui bénéficie d'une retraite. Il n'y a plus véritablement d'enjeu. J'irai plutôt sur une SAS de manière à privilégier le dividende plutôt que de la REM, puisque la personne en général n'en aura pas besoin. Alors, excellente question donc d'Emmanuel. Comment transformer une SARL en SAS et quel coût? Alors, une passation SARL-SAS, c'est toujours le même procédé. On est dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire des associés. On change les statuts. Donc ça veut dire que nécessairement, avec des conditions de quorum et de majorité qui sont beaucoup plus élevées, mais c'est surtout en fait l'intervention du commissaire à la transformation. Alors, ça fait un peu gros mot, tout ça. C'est quelqu'un qui est inscrit donc sur cette liste, entre guillemets, un expert comptable. On va le solliciter. Cette personne qui doit émettre un rapport, qui est un document nécessaire à déposer au greffe pour la transformation, va simplement vérifier au niveau financier si tout est OK. Elle va attester le dernier bilan et voir si effectivement ce que l'on transforme est entre guillemets viable. Souvent, ce que vérifie le commissaire à la transformation, c'est si on n'est pas en perte de moitié de capitaux propres, par exemple. Parce que là, effectivement, ça peut gêner. Et d'ailleurs, le greffe peut refuser la transformation. Donc, dans le process, on nomme un commissaire à la transformation, chargé de vérifier en fait ces opérations financières. Une assemblée générale extraordinaire se réunit. Elle vote le passage en SAS en adoptant toutes les nouvelles règles du jeu en SAS. Et ensuite, effectivement, les formalités sont à déposer. En termes de coûts, grosso modo, je ne vais pas m'avancer pour vous donner vraiment à la grosse maille. Allez, grosso modo, un commissaire à la transformation, ça doit coûter aux alentours de 1500-2000 euros hors taxe pour son rapport. L'Assemblée générale, les statuts, la refonte, etc., ça coûte grosso modo entre 2000 et 2005, ça dépend de la complexité, le nombre d'associés. Donc j'ai envie de dire, allez, toute barbe essuyée, une transformation, ça coûte quand même à peu près, en toute taxe comprise, dans les 6000 euros à peu près. Entre 5005 et 6000 euros, toute taxe comprise. Alors, question de Florent, si on n'a pas d'associé, peut-on créer quand même une SAS? Excellente question également. Tout à l'heure, je suis passé dessus. Au rang des ressemblances ou des différences. Avant, effectivement, vous ne pouviez pas créer une SAS unipersonnelle. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, on a le système des SASU, SAS, donc Société par action simplifiée unipersonnelle. Donc, vous avez compris que cette adaptation au fur et à mesure, parce que c'est vraiment comme ça que le législateur a procédé. On a adapté à chaque fois la SAS pour venir embrasser, si j'ose dire, un environnement économique. Donc la SAS unipersonnelle existe, et la SAS unipersonnelle à 1 euro existe aussi, puisque en fait les statuts fixent librement le montant du capital social. Donc c'est tout à fait possible d'avoir une SAS unipersonnelle. Question de Claire. Alors, quid du statut d'entrepreneur salarié en coopérative d'activité et d'emploi? Alors,
très vaste question. Alors, je vais pas user de langue de bois, hein, si vous me passez l'expression. Alors, dans l'aspect théorique, ça fonctionne. Voilà. J'ai eu moi-même à traiter en fait un cas pour une reprise d'un restaurant, si j'ai bonne mémoire. Alors, ça fonctionne, mais j'ai envie de dire, c'est vraiment sur des micro-projets. Tout à l'heure, on disait la SARL se prête très bien en fait à des structurations de projets où il y a un groupe restreint, où on se fait confiance et où on ne veut pas que les personnes entrent et sortent librement. On est typiquement dans ce cadre-là. Donc quand on parle effectivement de société en coopérative, je pense que la personne qui m'a adressé cette question, donc Claire, notamment pour les structures sociétaires, vous pensez peut-être au scope, ce genre de choses, ça fonctionne. Je dirais simplement attention. Et j'ai eu la question, c'est marrant, pas plus tard que la semaine dernière. Ça fonctionne tant qu'on s'entend bien. Voilà. Parce que les règles de fonctionnement ici, c'est l'unanimité. Et en fait, le bas blesse dans les règles de fonctionnement sur ce système-là, à ce niveau-là. Parce que oui, c'est dans l'esprit quelque chose qui permet de reprendre sa propre boîte. On a eu quelques expériences, là pour le coup, qui ont très bien fonctionné. La librairie des volcans, etc. C'est un excellent démonstrateur de ce que peut être effectivement une entreprise salariée en forme coopérative. Et c'est tout à leur honneur. C'est vraiment une belle aventure. Par contre, attention, ça nécessite une entente, un projet effectivement commun et surtout des règles d'unanimité. Donc, oui, en pratique, si effectivement en revanche ça se coince, ça peut être compliqué à sortir voilà, d'une situation un peu inextricable. Voilà, c'est un peu là où le bas blesse. Voilà, c'est cette règle d'unanimité dans le fonctionnement. Alors, question de Catherine, est-il simple de passer de SASU à SAS? Très simple. Souvent d'ailleurs, en fait, les statuts qui sont adoptés sont des statuts que l'on appelle bivalents. C'est-à-dire que les modalités de fonctionnement sont déjà écrites pour fonctionner à un ou plusieurs. Donc en fait, elle se fait, j'ai envie de dire, quasiment automatiquement, ce passage de SAS. Là, il n'y a pas de commissaire à la transfo, ce ne sont pas les formes que l'on change, c'est le mode de fonctionnement. Donc si les statuts sont bien rédigés, si vous avez fait appel à un bon conseil, vous avez des statuts bivalents. Donc du coup, ils fonctionnent indépendamment. D'ailleurs, ça peut être SASU, passage en SAS, puis passage en SASU. On a déjà rencontré ce phénomène-là. En revanche, et c'est le législateur qui nous a créé cette petite complexité, parce que là vraiment il n'y a rien à faire, c'est simplement que vous avez l'obligation de déposer une déclaration au greffe en disant que du coup la société est unipersonnelle ou pluripersonnelle. Ça coûte 40 euros, mais c'est obligatoire. Voilà, c'est juste une déclaration au greffe. En revanche, sur le fonctionnement, c'est quasiment imperceptible. Voilà, si ce n'est cette déclaration. Alors, Catherine, quel est le coût pour créer une SASU? Bon, c'est assez variable, même s'il y a allez, une tendance qui se dégage. Une SASU, entre guillemets, simple en fonction si c'est un secteur d'activité tout à fait classique. Allez, aujourd'hui, on est grosso modo pour les purs honoraires entre 800 et 1000 euros hors taxe. Voilà pour la création. Entre les publications légales, les frais de dépôt, les différents débours, allez, grosso modo, aujourd'hui, pour créer une SASU, vous arrivez à peu près hein, entre 1500 et 1600 euros TTC. Voilà, c'est quelque chose qui est jouable pour, encore une fois, une SASU avec un objet tout à fait conventionnel. Donc, juste me permet de rebondir là-dessus. C'est pas. Pour en tout cas le régime que ça apporte, pour la protection que ça apporte, c'est un très très faible investissement. D'avoir en fait des statuts qui soient bivalents, déjà en fait bien rédigés, qui vous permettent d'accueillir des futurs investisseurs, c'est pas un coût qui est démesuré, notamment quand on disait tout à l'heure que de passer d'une SARL à une SAS, quand en fait au moins ce régime vous convient, voilà, c'est 6 000 euros, hein, c'est 5-6 000 euros pour transformer. Donc voilà, une SASU, 1 500, 1 600 euros, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Question de Laetitia, donc peut-on passer d'une micro à une SARL ou autre chose? Si oui, vers quoi? Est-ce que cela est complexe du point de vue administratif et financier? Alors, je vais vous répondre par l'affirmative. On peut passer d'une micro à une SARL. Par contre, vous ne pouvez pas laisser subsister les deux. C'est pas possible. J'ai souvent eu des demandes en ce sens-là, de dire oui, mais je vais créer une société parce que par exemple, je vais créer ça avec un copain, mais je veux quand même garder ma micro. Non, en TNS, c'est pas possible. Je rejoins la question tout à l'heure de Julie. Qui me disait quel est le statut? Bien, en fait, c'est un statut de TNS. Donc, en fait, vous ne pouvez pas avoir deux statuts d'entreprise individuelle. Donc, vous pouvez migrer d'une entreprise individuelle à une SRL, ça ne change rien au niveau social, vous serez toujours TNS. Par contre, effectivement, est-ce que c'est compliqué? Alors, j'ai envie de dire, je vais vous faire une réponse normande, ça dépend. Si c'était une micro-activité, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas généré ni beaucoup de clientèle, ni beaucoup de chiffres,
En général, on ne se pose pas trop de questions sur le transfert d'activité. On arrête la première, on crée la deuxième. Il faut vraiment avoir une entreprise assez conséquente, avoir fait des déclarations de chiffres et autres, qui constituent l'existence d'un véritable fonds de commerce. Là, c'est pas tant que c'est difficile, c'est que si on veut être tranquille vis-à-vis du fisc, eh bien, on va devoir donner une valeur à cette entreprise, et donc mécaniquement, il va falloir que j'apporte cette entreprise à la société. Je ne vais pas pouvoir laisser subsister, en fait, au moins si je suis en SARL, ces deux activités en concurrence. J'ai une solution, si je veux la conserver, c'est de créer une SAS, puisque là, en étant assimilé salarié, je peux rester TNS. Par contre, ce n'est pas l'objectif que d'avoir une structure sociétaire et une entreprise individuelle. Donc si cette entreprise individuelle a une valorisation, bah, comme toute valeur, effectivement, il va falloir la traiter. Donc souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on la porte. Il y a des régimes de faveur au niveau fiscal, mais forcément, ça coûte un petit peu plus d'argent, parce que du coup, vous avez un commissaire aux apports, cette fois-ci, non pas à la transfo, mais un commissaire aux apports, et donc oui, ça coûte un petit peu plus cher. Donc c'est la même logique de ce que je disais tout à l'heure, c'est calibrer son projet de départ. Si effectivement c'est un projet qui arrivera à une certaine maturité, dont on sait que ce n'est pas uniquement un complément d'activité ou quelque chose que l'on va abandonner ou en tout cas qui ne marche pas, attention parce qu'effectivement ça peut être des économies de bout de chandelle. Structurer déjà son fonds de commerce avec une SARL, ça coûtera toujours moins cher que de créer une entreprise individuelle déjà avec beaucoup d'actifs, où on va devoir transférer des contrats, etc., pour aller migrer ensuite sur une protection sociale complète ou financière. Là oui, avec du commissariat aux apports ou autre, le transfert en SARL ou en CS va coûter de l'argent, forcément. Voilà. Mais écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, c'est tout bon? Mais écoutez, j'espère que j'aurai été suffisamment, en tout cas, alors complet, c'est toujours difficile en si peu de temps, mais en tout cas, ça aura permis de vous donner quelques éléments de réflexion. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à joindre les services de la CCI pour approfondir cela, hein, notamment pour les porteurs de projets qui sont en train de se poser ces questions. On vient de vous mettre effectivement le lien, donc Oser l'entreprise, pour la suite des webinaires. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à poser ensuite toutes vos questions au service de la CCI qui seront ravis de vous orienter.